Je m'appelle Jean-François Desclos, je suis racingman depuis 1955, quand j'avais 2 ans, et ma première licence a été prise au rugby en 1967-68 en minime. J'ai commencé le rugby au Racing, où mon père avait été joueur, et avait été un des joueurs phares de l'équipe de 47 à 53, qui a fait une finale en 50, qui a été une des très grandes équipes du Racing d'après-guerre. Et ma mère avait joué au basket au Racing, donc les deux se sont connus au Racing. Le Racing, c'est ma famille. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas le Racing. Je suis né donc le 11 février 53, un mercredi. Le dimanche, mon père, je crois que l'équipe première jouait à Angoulême. Et c'est mon père qui fait gagner l'équipe par un but et un drop. Et donc tous ses copains, mon père était exclusivement gaucher, Francis Desclos, et ses copains m'ont surnommé pied gauche. On dit ton fils est baptisé et toute sa génération m'appelle pied gauche. François Moncla, je ne sais même pas s'ils connaissent mon prénom. J'ai même reçu une enveloppe de paiement de cotisation à pied gauche, 10 Villa Croix-Nivert. Voilà comment j'ai été baptisé. Et donc j'ai vu toutes ces équipes années 50, j'ai assisté à la finale de 59, j'ai vu la grosse équipe des années 60 qui est demi-finaliste contre Agen en 66, jusqu'à ce que je rejoue moi-même. J'ai joué une saison en minime en 67-68 et j'ai repris en junior. J'ai dû arrêter parce que j'avais grandi trop vite, j'avais des problèmes de dos. Et quand j'ai pu reprendre en junior, j'ai enchaîné de 19 ans à 30 ans. Junior, équipe réserve, National B, première, National B réserve, voilà. Et les caïds d'après, l'équipe d'anciens, voilà, c'est ma famille. Alors moi j'ai joué deuxième ligne, 1m91, 94 kg, mais malheureusement, alors comme disait mon père, je suis un 3/4 qui a trop grandi moi, parce que j'ai des poignées de jeune fille. J'avais pas les moyens de Patrick Serrière ou de Michel Tadjian pour faire respecter l'ordre. Par contre, je venais du basket et j'avais une très bonne détente, une très bonne coordination, ce qui m'a amené à jouer en équipe première, c'est qu'à part les grands internationaux, types qui mesuraient 1m95, 2 mètres et qui étaient des athlètes déjà hors du commun, hein, sans faire de muscu, après je m'imposais en touche face aux sauteurs moyens. J'étais meilleur que les sauteurs moyens de première division. Donc c'est ce qui m'a permis de jouer en première. Par contre, les internationaux, les très forts, là c'était une autre musique. Ça allait plus haut. Les deuxièmes lignes de l'époque faisaient aux alentours de 100 kg, mais pas 100 kg de barbac tonique comme aujourd'hui. Hein. Il y avait on parlait de la taille épaisse du deuxième ligne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ceci dit, il y avait des très très beaux athlètes, et ceux qui jouaient en équipe de France étaient déjà avaient des pères pour avoir joué contre eux, moi, si vous voulez. C'était déjà des très très beaux athlètes. Donc 1m95, 2 mètres. Grosse détente verticale pour les meilleurs. Je pense à Alain Guilbert, je pense à Sapa, qui jouait à Nice, qui jouait à Toulon d'abord et à Nice. Moi, j'ai joué contre lui. Il avait le record de la détente verticale au bataillon de Joinville. 84 cm de détente verticale. Vous prenez une craie, vous la mettez le long du tableau et vous sautez, vous vous mettez en bas et vous sautez. 84 cm de détente verticale pour un type de 105 ou 110 kg. On passe pas une bonne après-midi à côté de lui en touche. Alors, en essayant tout, hein. En essayant de se mettre devant, en essayant... imprenable. Bon. C'était Racing, quoi, ça jouait. On jouait comme on jouait toutes les équipes du Racing. C'était une époque où vous changiez les maillots des équipes et vous pouviez dire ça c'est l'équipe de Mont-de-Marsan, ça c'est Lourdes, ça c'est Dax, ça c'est le Racing. Et donc il y avait un style de jeu qui perfusait au travers de tout le club. Qui était un jeu qu'avait théorisé mon père, c'était un jeu d'abord le Racing attaque. Chaque fois qu'il y a une occasion d'attaque, qu'on soit dans ses 22, sur sa ligne de but ou ailleurs, on la joue. Ce sont plutôt des avants mobiles et adroits qui jouent au ballon. Et derrière, c'est un jeu au niveau du second centre, avec un jeu très aéré et un jeu très équilibré avant 3/4, un peu fou, des fois un peu inconstant. Il y avait vraiment un style de jeu et un état d'esprit qui irradiait toutes les équipes, depuis les Benjamins jusqu'à l'équipe première. Mais c'est le Racing, si vous voulez. Le Racing est dangereux quand il attaque de ses buts. L'exemple le plus formidable, c'est l'équipe de 90 qui est championne, qui
qui, avec son showbiz, s'est mis à jouer comme ça à partir du milieu des années 80. Hein. Donc au début, avec ce style de jeu, vous tombez des ballons, vous perdez des matchs, et puis quand vous tombez plus les ballons, vous êtes redoutable. Avec des types qui ont des jambes, qui savent jouer, des avants qui sont dans la partie, et ça vous donne l'équipe de 90. C'est le style de jeu, ça c'était le style de jeu classique du Racing. Il y a eu bien sûr des variantes. Dans les années 60, il y a eu Piero Bassagaitz, demi-d'ouverture avec un coup de pied de 50 mètres. Donc il a un peu transformé ce jeu, mais c'est ce style qui plaît et qui fait que partout où le Racing allait, les stades étaient pleins. C'est pas seulement parce qu'on recevait les Parisiens, c'est pas seulement parce qu'on recevait une grosse équipe. Il y a eu des hauts et des bas en 60 ans, là, hein, mais c'est parce que vous étiez sûr avec le Racing de voir du rugby. Et le peu de temps que j'ai joué en première, c'est pareil, on attaquait de partout. On avait deux ailiers, c'était Jean-François Gourdon, le meilleur ailier de sa génération, et de l'autre côté, le regretté Bernard Labéry, qui faisait 10-6 au 100 mètres, et quand ces garçons avaient un ballon, tout le stade était debout, quoi. C'était formidable. Nous, dans notre équipe, quand j'ai joué en première, vous aviez les deux frères Anthion et Michel Urtis-Verrea, qui étaient postiers. Ils faisaient du tri la nuit à la poste. Il y a eu comme talonneur Armand Clerc, qui était ingénieur, lui. Et puis il y a eu Philippe Folbaum, qui était autodidacte, qui avait dû passer le bac et encore. En deuxième ligne, il y avait Alain Touzard, qui était marchand de fruits et légumes, marchand des 4 saisons. Moi-même, qui ai fait HEC. Derrière, il y avait John Decras, qui était médecin, et Patrice Perron et Marc Chevalier, qui étaient profs de gym. À la mêlée, Jackie Leterre, qui était un self-made man, et à l'ouverture, Serge Den, qui était agrégé de physique, ingénieur des arts et métiers, Bernard Labéry, qui avait un bac plus 6. Il y avait de tout. C'était Michel Tafari qui travaillait à l'EDF, Serge Forner à l'EDF ou au Télécom. Voilà, c'était extrêmement mélangé au Racing. Mais c'était, je pense, un club unique. C'est-à-dire l'origine des joueurs en province était plus, on va dire, plus modeste et moins éclectique que pouvait l'être le Racing. Et ça a toujours été le cas, si vous voulez. L'équipe de mon père en 47, ils avaient un berger quand même comme pilier, un gars qui avait été berger. Et il y avait mon père qui était bac plus 14. Enfin, ça a toujours été ça le Racing. Ce mélange de milieux socioculturels, de milieux régionaux, qui faisait quelque chose d'unique, quoi, de copains qui jouaient pour eux. Parce qu'il y avait 500 personnes au match, et encore, on jouait pour soi, on était entre nous, avec, alors les rapports pour les dire, il y a des fois où on ne savait même pas ce que faisait l'autre au niveau professionnel, quelle était sa vie privée. On était vraiment scellés par le rugby et par le Racing. Alors physiquement, on s'est chauffé. Alors pour vous dire l'évolution des époques, mon père, qui était un personnage un peu bizarre, mais on pourrait en parler des heures, il arrivait 10 minutes avant le coup d'envoi, c'était un ingénieur, il lui fallait 7 minutes pour se changer. Il arrivait au milieu du terrain et il mettait le coup d'envoi et il avait un coup de pompe de 50 mètres qui était exceptionnel à l'époque avec des panneaux, des ballons à 8 panneaux, des ballons en cuir à 8 panneaux. Je ne peux jamais jouer avec ça, mais ça pèse une tonne dès qu'il pleut et il vous mettait la balle en haut des perches. Il ne s'échauffait pas. Nous, on s'est chauffé 20-25 minutes. Et on a été la première génération qui a dû commencer à avoir un stage à Souston, un stage de préparation de la saison. C'est le Racing avec Michel Debé qui a initié une semaine de stage de préparation de la saison. C'est le début des années 70. Et je me souviens, j'étais à la Croix-Catlan, moi j'avais 17 ans, et on entend le résultat, le Racing, à l'issue de ce stage, premier match de championnat, fin août, début septembre, et on entend que Pamiers a mis 50 points au Racing. Et on se dit, putain, le résultat du stage, vachement bien, quoi. Les mecs ont laissé tout leur jus et tout. Et en fait, il y a eu un contre-information, c'est le Racing qui avait mis 50 points à Pamiers. Il fallait y jouer là-bas, hein. À côté de Foix, c'est des coins, surtout premier match de championnat, contre les Parisiens, match qui lance la saison, on a mis 50 points à Pamiers, qui n'était pas une grosse équipe, mais il fallait le faire. Et ça, c'était les bénéfices du stage. Donc ça a été... bien qu'amateur, le Racing a été des fois novateur dans certaines choses. Alors,
quelques consignes. Alors, notre entraîneur, c'était Michel Debay, qui donnait des consignes plutôt techniques, et notamment derrière, sur l'ouvreur, sur quelques techniques à jouer. Après, on s'est chauffé un peu en vestiaire et dehors. Ça a duré 25 minutes, l'échauffement, à peu près. Et après, c'était le remont de pendule habituel. Il y a des mecs qui se mettaient des coups de tête contre les vestiaires. Mon deuxième ligne, Alain Touzard, un jour on joue Toulon, c'était un match qualificatif, il me dit « Jeff, mets-moi un marron ». Un marron, je me fais mal, plus fort, je leur mets un. Puis il me dit à mon tour maintenant, il m'assomme. Je suis rentré sur le terrain, c'était les méthodes à l'ancienne. C'était les méthodes à l'ancienne. Non, mais ça n'a pas changé. Je pense que ça n'a pas changé. Si vous laissez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de maîtrise psychologique. Vous avez des préparateurs psychologiques, vous avez de la sophrologie, vous avez des trucs comme ça. Nous on était c'était la même chose, mais basique et trivial et amateur. On rentrait, on était clairement dans un état second, du moins les avant. Hein. C'est clair, on était préparé mentalement pour avoir évacué la peur et n'avoir que de l'agressivité. Longtemps, les joueurs qui en avaient besoin, étaient logés et nourris par le club. Il n'y avait pas d'argent, mais par contre, le club logeait les joueurs. Mon père a été logé aux petites écuries. Il y avait un hôtel à moitié pourri où toute l'équipe était logée pendant des générations. Ça veut dire que jusqu'aux années 60, si vous interviewez Jean Ponsaillet, ces gens-là, ils ont été logés aux petites écuries. Donc ils partageaient une vie commune. Et nous-mêmes, alors ma génération, les logements étaient épars dans Paris, mais nous avions un point de chute qui était la petite auberge, rue du Hameau, qu'on appelait chez Gégène. Gégène, c'est Eugène Ourcade, c'était un ami de Roger Labernède, pilier de l'équipe du Racing championne en 59. Et nous étions en pension, le Racing payait les repas pour nous, on avait nos rondes serviettes dans un resto où on mangeait remarquablement, et on mangeait autant qu'on voulait. Donc c'était les avantages. Et c'était un point de fixation. Vous y alliez n'importe quel soir de la semaine, vous étiez sûr de tomber sur un copain. C'était vraiment des points de regroupement sociaux très forts d'une équipe qui est, vous arriviez le dimanche, après avoir bu un coup, quand on revenait de province et être allé en boîte, on se dispersait, quoi. Chacun reprenait ses activités professionnelles. Donc il y avait ces points d'ancrage qu'était le Racing. Le lundi, en général, on avait une séance de décrassage pour qui voulait rue et blé, piscine, un peu de muscu, enfin, on faisait un peu de basket, enfin, c'était plutôt pour passer la soirée. Et les dîners à la petite auberge, où on se retrouvait tous. Et c'était des avantages sociaux considérables, parce que c'était évidemment pas déclaré. Donc un jeune étudiant qui arrive, ou un jeune professionnel, qui est logé et nourri par le club, c'était des gros avantages sociaux. Alors personnellement, j'étais pas logé, moi quand j'ai joué au point, j'habitais chez mes parents et j'allais quelquefois à la petite auberge, mais c'était vraiment les moyens de l'époque, par opposition au club de province où il y avait déjà des rétributions financières qui sont rentrées au Racing dans les années 80 avec Robert Papin-Borne, tout naturellement, parce que quand vous avez 3 entraînements par semaine, quand vous avez une exigence plus forte de présence, il est normal que l'argent vienne là-dedans pour défrayer le temps passé, hein, sinon... alors, si vous voulez, les valeurs, le Racing, c'est un club qui ne ressemble à aucun autre. D'abord, il a été bâti sur un pacte qu'on appelle maintenant le partenariat public-privé entre la ville de Paris et le club. La ville de Paris ayant octroyé la concession de la Croix-Catelin au club dès le début des années 1880. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire. Et l'argent dégagé de cette concession, où la bourgeoisie de l'Ouest parisien payait cher, a permis de financer une vingtaine de sports, de sections sportives, des poussins jusqu'à l'élite, et de créer un club au palmarès mondial incomparable. Il y a 93 médailles olympiques, il y a 50 médailles au championnat du monde. Et moi, ce que j'en retiens, donc j'ai baigné là-dedans, quel que soit le sport, c'est les valeurs du Racing. C'est, comment je pourrais les résumer? C'est la loyauté, le fair play, le panache. Dans tous les sports, on aime attaquer. Dans tous les sports, on ne conteste jamais les décisions de l'arbitre sur le tapis vert. Et dans tous les sports, il y a vraiment un respect de la personne et de l'adversaire. Donc ce sont des valeurs humaines de premier abord et qui sont vraiment l'ADN de ce club. Nous, dans les anciens qui venaient voir nos matchs, il y avait un célèbre marquis de la Grolle, qui s'appelait Lagrelat. Il était chauve comme un œuf, il avait joué entre deux guerres. Et ça va vous résumer ce qu'est le Racing. Il venait toujours, il avait une Mercedes pas possible, enfin il était pété de thunes. C'est un gars qui était un voyou parisien,
mais un voyou, qui aurait pu finir au couteau. Et en fait, grâce au rugby, il a passé sa testostérone et il a monté l'entreprise de dératisation, il a fait fortune. Voilà. Et ça, c'est le prototype de ce qu'a fait le Racing pour plein de jeunes. C'est-à-dire vraiment leur permettre de prendre l'ascenseur social, de changer de milieu, et au lieu de faire des grosses bêtises ou de ne rien faire du tout, un jour, je crois que c'est Imbernon, Jean-François Imbernon de Perpignan, qui a dit à mon père, ils étaient venus jouer une finale de Dumanoir, je crois, et il lui a dit, Francis, bon, moi j'ai fait 2 grands chelems, je suis une star à Perpignan, mais si j'étais monté au Racing, je serais devenu un monsieur. C'est toute une histoire. Un jour, il y a un type de Vichy qui m'a dit, parce qu'on avait déjà les blazers et tout, et là, vous avez mis une pièce dans le jukebox, vous êtes foutus les mecs. Il y a un type de Vichy m'a dit, au Racing, vous êtes beau. Alors, j'ai dit, arrête tes conneries, tu te fous de ma gueule. Il me dit, non, vous êtes beau, vous avez une tenue. Enfin, c'est signé Racing, quoi. Il y a non seulement un style de jeu, il y a un état d'esprit, avec des valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, et il y avait une tenue. On a été les premiers à mettre le blazer. Quand vous mettez le blazer, les mecs cassent pas des verres dans les bars, ils se tiennent. Vous vous appelez plus Pierre-Paul ou Jacques, vous appelez Racing. Et ça change tout. Et donc, alors avec toutes les jalousies qui entouraient ce club, c'est-à-dire ce club avait la réputation d'avoir beaucoup d'argent, ce qui était le cas, et puis d'être le club parisien, donc c'est la jalousie province-Paris toujours. Donc le Racing a toujours été un club jalousé, et ça l'est toujours. En top 14, alors maintenant on dit parce qu'il y a Jackie Lorenzetti, mais il y a cette jalousie, c'est province-Paris quelque part, cette rivalité, mais il y a quelque chose de plus au Racing que dans tous les autres clubs. Alors il y a les souvenirs de joueurs, et il y a les souvenirs de Racingman. Les souvenirs de Racingman, c'est clair que les 2 titres de champion de France, 90 et 2016, que j'ai vu, parce que celui de 58, j'y étais à Bordeaux en 58, j'avais 5 ans, donc c'est un peu brumeux. Mais je me souviens de Ciel et Blanc, parce que les juniors avaient été champions de France, et la première est championne de France, le même jour. Donc je me souviens vaguement du stade Chaban-Delmas, mais c'est pas, on peut pas dire que ça soit une joie. Par contre, celle de 90, ça a été une joie formidable. Celle de 2016, ça a été une joie formidable. Bien que tout ait changé dans les conditions. Après, comme joueur, c'est les victoires en phase éliminatoire ou les victoires à l'extérieur. Quand vous jouez au Creusot avec la Nationale B, qu'on vous met une minute de silence parce que c'était aux ondes qui dure 5 minutes ou 10 minutes avec tout le public autour, les mecs en face, les bandeaux parasés qui vous regardent, vous demandez si vous allez sortir vivant, et où on se bat comme des chiffonniers pendant tout le match. Des matchs gagnés comme ça, c'est des très grandes joies. Et puis, il y a une très grande joie. En 75, en National B, on joue la National B de Narbonne. Narbonne, qui était la grosse équipe des Spanghero, donc il y avait une très grosse National B, et on les bat 15-10, mais comme il faut. 2 essais à 0, et ils ont eu beau sortir la boîte à gifles, on a gagné, et ça, c'est des moments extrêmement intenses, ces victoires de match coup près, quoi. Et puis j'ai fini une carrière, j'étais déjà à moitié retiré, on a été champion de France d'équipe réserve en 83, et donc ça c'est aussi un grand souvenir, même si c'était le niveau 2e, 3e division de l'époque, mais c'est une joie. Gagner avec ses copains, c'est une très grande joie. Perdre avec ses copains, sont des très grandes tristesses. Il y a des matchs perdus, un 16e de finale contre Biarritz en National B, on avait une National B monstrueuse, et puis on a fait le match à l'envers. Et ça vous les gardez toute votre vie, quoi. Les joies, vous les avez toute la vie, mais les défaites, on aimerait bien rejouer le match, quoi. C'est quelque chose de terrible. Le Racing, ça m'a tout apporté, si vous voulez. Il y a ma famille et le Racing. Moi, je suis... je suis né là-dedans, c'est très émouvant. Bon, je ne serais pas là s'il n'y avait pas le Racing. C'est clair, c'est là où mes parents se sont rencontrés. Ma mère avait été déportée résistante quand même, elle revenait de Caen, elle n'avait plus le droit de jouer au basket, donc elle s'occupait des jeunes, et c'est là qu'elle a rencontré mon père, donc voilà. Donc il n'y a pas de Jean-François Desclos, il n'y a pas de Racing, voilà.